Oui, d'accord. Je veux juste vous expliquer le problème d'électricité. J'habite dans cette maison depuis environ 15 ans. Pendant les 10 premières années, nous n'avons jamais eu de problème d'électricité. Les coupures de courant étaient très rares. Je ne sais pas ce qui s'est passé ces 5 dernières années, en particulier ces 2 ou 3 dernières années. Nous avons constamment eu des problèmes de coupure de courant. En février de cette année, il y a eu quelques jours vraiment froids et nous sommes restés 3 jours sans électricité. Nous avons donc été obligés d'aller à l'hôtel pendant quelques jours et l'hôtel était complet. C'était vraiment le chaos. Je pense qu'après ça, mon mari a dit c'est fini, on va acheter un générateur. Il s'avère qu'il y a beaucoup de familles dans mon quartier qui veulent aussi des générateurs, donc c'est à ce moment-là qu'on en a enfin eu un mercredi. Voilà ce que s'est passé. La panne de courant était due à des problèmes liés aux infrastructures publiques. Oui, et eh bien, ils te donnent une raison. Ils disent « Oh, c'est à cause de la météo, parfois il y a des tempêtes et les poteaux tombent. » Mais ce genre de choses arrivait aussi pendant les 10 premières années où nous avons vécu ici. Donc, je pense qu'ils entretiennent tout simplement pas très bien le réseau ou quelque chose comme ça. Ils ne le font pas. Oui, Eh bien, ce n'est pas le cas. Je veux dire, c'est pareil partout en Occident. Je veux dire, ces problèmes croissants d'Internet que j'ai eus. j'ai des problèmes de connexion Internet, j'ai des problèmes d'électricité. Absolument. Je veux dire, nous avons aussi eu des problèmes d'électricité, je dois le dire. Mais ce sont ces problèmes-là sur lesquels nous devrions nous concentrer en Occident. Pas, vous savez, des jeux géopolitiques complexes qui nous obsèdent. Nous disons que nous sommes obsédés par le pouvoir en Occident, pas l'énergie électrique, l'autre forme de pouvoir. Mais le fait est que l'électricité est en réalité très importante, non seulement pour un usage civil, mais aussi parce que tout consomme beaucoup d'énergie aujourd'hui. La fabrication de puces demande beaucoup d'électricité. Les modèles d'IA, vous savez, les centres de données, consomment une quantité énorme d'énergie. Mais je ne pense pas qu'ils se concentrent là-dessus, pas autant qu'ils le devraient. J'ai lu article après article à ce sujet et sur le fait que la Chine, en particulier, progresse à grands pas, développant ses capacités de production d'énergie, tandis que les États-Unis vont dans la direction opposée. Si vous êtes vraiment sérieux au sujet de l'IA, par exemple, car l'IA nécessite beaucoup d'énergie et les véhicules électriques demandent aussi beaucoup d'électricité, il faut renforcer la production d'énergie. Et bien sûr, nous ne faisons rien de tel. Les Russes ont compris cela d'ailleurs, et ils le font aussi. Ils vont de plus en plus utiliser le gaz naturel qu'ils exportaient vers l'Europe pour relancer leur propre industrie énergétique afin de pouvoir eux aussi démarrer leur intelligence artificielle. Et ils le feront. Je veux dire, ce n'est pas leur plan à long terme. Leur plan à long terme, c'est l'énergie nucléaire, parce que le solaire ne fonctionne pas vraiment, puisqu'ils sont un pays du Nord. Mais, à court terme, ils vont utiliser le gaz et l'hydroélectricité, même si les leaders mondiaux de l'hydroélectricité sont la Chine. Oui, ils en construisent un en ce moment, un gigantesque. Oui, exactement. Et aussi, j'ai lu le livre de Karen Ao. Elle parle il s'appelle Empire of AI. Principalement, il se concentre sur OpenAI, vous savez, l'entreprise. Mais elle a aussi beaucoup parlé de ce sujet. Selon elle, actuellement, environ 4 à 5% de l'électricité totale des États-Unis est utilisée pour des activités liées à l'IA. Mais d'ici 2030, si nous n'agissons pas, si nous ne suivons pas le rythme, ce sera autour de 12% ou quelque chose comme ça. 12% à 20% de l'électricité totale des États-Unis sera consacrée à l'IA. Et il y a déjà des exemples. Elle a donné l'exemple d'une ville au Texas
où ils ont empêché les promoteurs de construire parce qu'il n'y avait pas assez d'électricité et d'eau. Ils utilisent aussi beaucoup d'eau pour alimenter la ville et permettre ses développements. Donc, cela affecte déjà la vie des gens. Absolument. Absolument. Eh bien, je veux dire, absolument. Je n'en doute pas. L'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la demande de véhicules électriques en Grande-Bretagne a chuté, c'est qu'il n'y a tout simplement pas assez de bornes de recharge. Et il n'y a pas assez de bornes de recharge parce qu'il n'y a pas assez d'électricité pour les alimenter. C'est une sorte de cercle vicieux. On peut le constater. Cela me rappelle d'ailleurs, je dois le dire, chaque fois que j'en parle avec mes amis russes, ils me rappellent toujours ce que Lénine disait. Le communisme, c'est le pouvoir soviétique plus l'électrification de tout le pays. D'accord, ça semble bien. Oui, absolument. Je suis sûr qu'ils le savent très bien en Chine. Le communisme, c'est le pouvoir soviétique plus l'électrification de tout le pays. D'accord, très bien. Parlons de cet article que tu as copié-collé pour moi. Merci beaucoup. C'est un article très intéressant. J'ai d'ailleurs réalisé une émission sur ce sujet pour mon public chinois, qui sera diffusée dans environ 2 heures. Donc, le titre de l'article est « Comment un think tank américain a accidentellement rédigé le document le plus honnête sur l'Empire américain ». L'auteur s'appelle Arnold Bertrand. C'est un Français qui vit en Chine. Il travaille, je crois, dans le tourisme. Il fait la promotion du tourisme entre la France et la Chine. Je pense que c'est ce qu'il fait. Mais il a été assez actif sur X et maintenant il fait référence à cet article, ce plan intitulé « La Chine après le communisme, préparer une Chine post-PCC ». Maintenant, je voudrais simplement te demander ce que tu penses globalement de ce qu'il a écrit et ton avis général sur ce soi-disant plan. Il fait Spintberg un plan d'Iris. Eh bien, j'ai trouvé que c'était une analyse excellente. Et je dois dire qu'Arnaud Bertrand est très respecté dans le monde des médias indépendants et de l'analyse indépendante sur les questions de relations internationales. Je veux dire, c'est quelqu'un que les gens prennent très au sérieux, et à juste titre. C'est un homme extrêmement intelligent. Je n'ai aucune critique à formuler à propos de son article, sauf une. Il l'aborde d'une manière très française. Il l'analyse, il le déconstruit, et il le fait de façon très logique. Mais bien sûr, en conséquence, il ne rend peut-être pas pleinement justice à la pure méchanceté de la chose. Ce qui est proposé ici, et je pense que je vais utiliser le mot sans détour, je pense que c'est complètement maléfique. Je veux dire, cela me rappelle le genre de plan qu'ils avaient en Allemagne à la veille de l'attaque contre l'Union soviétique, sur ce qu'ils feraient de ce pays. Je veux dire, c'est de cet ordre de grandeur. C'est sidérant que des gens puissent s'asseoir et élaborer froidement de tels plans, non seulement à propos de la Chine, mais de n'importe quel pays. Mais l'autre point, bien sûr, que souligne justement Arnaud Bertrand, c'est l'extrême mégalomanie de tout cela. L'idée que les États-Unis ou l'Occident soient capables de mener à bien un projet de cette ampleur, que la Chine va simplement croiser les bras et laisser faire. Cela montre, encore une fois, comme il le dit à juste titre, à quel point ces gens sont complètement déconnectés de la réalité. Je veux dire, ils ne sont pas seulement fous cependant. Ils sont vraiment mauvais. Et je pense que c'est quelque chose dont nous devrions nous souvenir. Il n'y a pas si longtemps, il y a 50 ou 60 ans, si un groupe de réflexion aux États-Unis avait produit un tel document, un tel rapport, cela aurait provoqué une véritable horreur. La communauté universitaire en Occident aurait été choquée. Des questions auraient été posées à ce sujet dans les parlements européens. Les gens auraient dit « Quelle chose absolument épouvantable que tout cela ». Aujourd'hui, personne ne dit rien. Et au contraire, à un moment où la May Member et la Chine se rencontrent,
on constate que de nombreux dirigeants européens ne cachent guère qu'ils seraient très heureux de voir ces idées mises en œuvre, ce qui bien sûr n'arrivera jamais. Oui, eh bien, c'est l'un des aspects les plus révélateurs. Et il a fait un résumé de ce que ces personnes veulent. D'accord. Alors lisons simplement ce qu'il a résumé, ce à quoi ressemblerait leur Chine idéale. D'accord. La balkanisation complète de la Chine en soutenant des provinces régionales autonomes, dans le but de les séparer de la Chine. L'installation de tribunaux de type Nuremberg et de commissions de vérité pour réécrire l'histoire chinoise et emprisonner les responsables du gouvernement chinois. Une occupation militaire avec environ 20 forces spéciales américaines dans chaque grande ville et la création d'un corps de reconstruction de la taille d'une division composé de 10 000 experts parlant mandarin issus de diverses professions pour conseiller le nouveau gouvernement. Prise de contrôle financière totale où les États-Unis restructureraient le système financier chinois, recapitalisation, répudiation, privatisation et décentralisation, et irait même jusqu'à réécrire la constitution chinoise lors de conventions supervisées par les Américains. Maintenant, Arnold a raison de dire que c'est pire que le siècle d'humiliation. À l'époque, c'était déjà grave, mais ceci est encore pire. Je dirais aussi que cela ressent une copie des conditions de reddition imposées au Japon, voire pire. Tu ne trouves pas? Absolument. Exactement. C'est exactement ça. En fait, je vais aller plus loin. Je vais dire ceci. Je dirais que ce n'est pas seulement une copie. Je veux dire, il est évident que cela s'inspire des conditions de reddition japonaises. C'est précisément de cela qu'il s'agit. Mais la reddition du Japon est intervenue après que 2 bombes atomiques ont été larguées sur le pays. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus. Ils pensent que la Chine accepterait tout cela de son plein gré. Je veux dire, l'Institut Hudson est censé être un groupe de réflexion réputé, mais ils emploient des gens comme l'un des auteurs et bien sûr Gordon. Ils utilisent quelqu'un comme ça. Je me demande juste quel est l'objectif de l'Institut Hudson avec tout ça. Veulent-ils simplement que tout le monde le lise et se sente bien pour pouvoir rêver de tout cela? Le Hudson Institute est une institution extrêmement renommée. Elle occupe une place longue et prestigieuse dans l'histoire. Elle est très respectable. Je veux dire, elle est prise très au sérieux. Il est évident qu'elle se situe clairement du côté de ce que j'appellerais la droite impérialiste dans la politique américaine. On pourrait les qualifier de néoconservateurs. Mais je pense que dans ce cas, nous pouvons être plus directs. L'aile droite impérialiste de la politique américaine. Mais il ne fait aucun doute que ce qui est publié ici reflète les souhaits d'une part très significative de l'establishment américain. C'est une institution aussi emblématique de l'establishment américain qu'il soit possible d'imaginer. Leur objectif est de reproduire ce que les États-Unis ont accompli au Japon. Faire de la Chine une colonie, d'abord une colonie, puis un vassal. Et bien sûr, le peuple chinois n'acceptera jamais cela. Et ce ne sont pas seulement les 2 bombes atomiques qui ont poussé le Japon à changer de cap. Le Japon a été vaincu lors d'une guerre immense dans laquelle le rôle principal a été joué par le peuple chinois, un fait que les Américains n'évoquent jamais. Je dis ça, juste comme ça. Et l'autre est assez intéressant. Maintenant, Miles Yu Mao-chun, c'est son nom chinois. Il est en fait célèbre, je dirais même tristement célèbre. C'est un traître notoire en Chine. Sa famille l'a renié. En Chine, c'est important. Beaucoup de familles tiennent des registres, membres de la famille, génération. Et donc sa famille, il vient d'une grande famille. Et sa famille l'a renié. Donc c'est un traître notoire. Maintenant, Gordon Chang, on sait qui c'est, n'est-ce pas? Et puis ce Richard Fisher, il a travaillé en étroite collaboration, je me suis renseignée,
Il a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement taïwanais. Et il a écrit, entre autres, pour l'Epoch Times. Donc ça vous donne une idée. Ebron Zadiu. Et puis, Nina Xi est censée être une avocate spécialisée dans les droits de l'homme et elle raconte toutes sortes de bêtises sur la façon dont la Chine viole les droits humains. Mais quand elle parle d'Israël et de la crise humanitaire qui se déroule actuellement à Gaza, elle ne mentionne jamais qu'Israël devrait assumer la responsabilité. Elle parle de la crise et s'en inquiète un peu. Vous savez, il faudrait fournir de l'aide et tout ça. Mais elle ne dit jamais qu'Israël porte la responsabilité. Elle ne dit jamais rien de ce genre. Voilà, qui sont les auteurs, juste pour que vous le sachiez. Eh bien, en effet, permettez-moi de dire, sur la question de l'avocate spécialisée en droits de l'homme, que le manque total d'intérêt véritable et sincère de cette personne pour les droits de l'homme est démontré par le fait qu'elle a signé et participé à la rédaction de ce document. Ce document n'a pas pour but de promouvoir les droits de l'homme en Chine. Il vise à détruire les droits de l'homme en Chine. C'est bien de cela qu'il s'agit. Si vous imposez ce genre d'occupation à la Chine, un pays indépendant, une nation indépendante, une nation qui a apporté des contributions incroyables à la civilisation humaine et qui a accompli des choses extraordinaires au cours des, disons, 70 ou 80 dernières années. Eh bien, je veux dire, cela ne signifie pas vouloir les droits de l'homme en Chine ou le meilleur avenir pour le peuple chinois. C'est clairement un désir de subjuguer, dominer, vaincre et opprimer le peuple chinois. Il faut être très clair à ce sujet. C'est pourquoi j'ai dit que ce document est malfaisant. Je veux dire, tous ces gens, ils peuvent sembler ridicules à un certain niveau, et ils le sont. Ils sont ridicules. On peut en rire, mais on ne devrait pas vraiment en rire, parce que, je le répète, c'est un plan malfaisant. Je n'utilise pas ce mot à la légère. Je ne l'utilise presque jamais, mais dans ce cas, oui. Au plus fort de ce fiasco TikTok, peu importe comment on veut l'appeler, alors que les États-Unis essayaient d'obtenir, vous savez, ils essayent toujours d'obtenir TikTok, il y avait un général chinois à la retraite nommé Jin Yina. C'est un peu une figure à la Douglas McGregor. Lors d'une de ses interventions, il a raconté qu'il rendait visite à Biden à l'époque où TikTok était en pleine négociation difficile avec le gouvernement américain. Pendant qu'il déjeunait avec certains, il les a qualifiés de très jeunes managers. Ces jeunes lui ont demandé « Que pouvons-nous faire de plus? Nous avons tout fait pour satisfaire à toutes les conditions exigées par le gouvernement américain. » Que pouvons-nous faire de plus pour satisfaire? Alors il a dit, eh bien, avez-vous lu le livre de Donald Trump? La réponse est dans son livre. Et ils ont répondu, non, nous ne l'avons pas lu. Puis il a dit, lisez la couverture. Eh bien, sur la couverture, il est écrit, jamais assez. Oui, donc, en lisant tout ce document, point par point, sur ce qu'ils veulent, c'est comme si, j'imagine, c'est à ce moment-là qu'ils en auront assez. Donc, avant cela, jamais assez. Je suppose. Correct? D'accord, correct. Une chose sur laquelle je veux commenter, c'est qu'il a dit qu'il voulait que toutes les régions autonomes deviennent séparées, indépendantes, sauf le Tibet parce qu'ils ne veulent pas contrarier l'Inde, puisque l'Inde est censée être une nation amie ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est le contraire. Je pense qu'en réalité, l'Inde aimerait voir le Tibet devenir indépendant. L'Inde voudrait même que le Tibet fasse partie de l'Inde. C'est en partie pour cette raison que Nehru a eu un différend avec la Chine en 1962. C'est une des raisons. La raison pour laquelle ils ne veulent pas voir le Tibet devenir indépendant, c'est parce qu'ils veulent contrôler l'Inde. C'est ce qu'ils veulent. Donc ils veulent affaiblir la Chine, mais ils ne veulent pas voir une Inde forte. C'est leur motivation. C'est ce que tu dis, le mal, mais ils ne veulent pas contrarier l'Inde à ce stade.
C'est pourquoi ils ne le disent pas, ils ne donnent pas la vraie raison. C'est là-dessus que je voulais réagir. Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas une question de « je n'y avais pas pensé », mais vous avez parfaitement raison. Je veux dire, l'Inde et la Chine se sont brouillés à propos du Tibet, parce que Nehru, pour le dire franchement, a joué un jeu extrêmement insensé, imprudent et irresponsable au Tibet dans les années 1950 et au début des années 60. Et ce fut une tragédie, car jusqu'à cette époque, les relations entre l'Inde et la Chine étaient très bonnes. Mais il avait un plan étrange pour le Tibet. Il a probablement été influencé par les Américains et les Britanniques. Mais bon, il n'est pas nécessaire de revenir là-dessus. Ce que pensent probablement les auteurs de ce rapport, c'est que si vous contrôlez le Tibet, c'est la position dominante et vous pouvez d'une certaine manière dominer l'Inde. C'est sans doute là toute l'absurdité de la chose. Oui, oui. Donc, je veux dire, leur méchanceté n'a pas de limite. Non, ça n'a pas de limite. Le mal n'en a jamais, Tsing. Aussi, j'ai l'impression que cette idée de diviser la Chine, les Soviétiques comme les États-Unis ont toujours voulu diviser la Chine. Pendant la guerre civile chinoise, pendant une brève période, le Parti communiste prenait le contrôle du nord du Yangtze et le Kuomintang était au sud. En fait, je pense que Staline et Truman essayaient tous les deux de convaincre chaque camp de rester là où il était et de ne pas tenter de conquérir l'autre. N'est-ce pas? Et c'est ça, Taïwan, juste un moyen de diviser la Chine, non? Oui, c'est tout à fait vrai. Je veux dire, si l'on remonte avant l'Union soviétique, dès les années 1890, les Russes avaient effectivement des plans pour participer au partage de la Chine avec les autres puissances occidentales. Et comme vous le savez sûrement, ils ont occupé la Mandchourie au début du XXe siècle. Et pas seulement la Mandchourie, je veux dire, d'immenses territoires en Chine. Et il y avait à cette époque, à Saint-Pétersbourg, j'ai lu des livres entiers à ce sujet, en Russie d'ailleurs, des plans pour annexer réellement ces territoires à l'Empire russe. Et quand je parle de la Mandchourie, cela inclut des régions centrales de la Chine elle-même, qui ont toujours été reconnues, même par les plus hostiles à la Chine, comme chinoises. Donc oui, ces plans ont existé. Et bien sûr, ce qui s'est passé à la fin du 19e et au début du 20e siècle, surtout après ce que nous appelons en Occident la révolte des Boxers. Je ne sais pas comment ça s'appelle, d'ailleurs, en Chine. Je suis sûr que vous ne l'appelez pas la révolte des Boxers. Mais tout d'abord, ce n'était pas vraiment une révolte, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, après cet événement, il y a eu une partition effective de la Chine. Les Britanniques avaient le plus grand contrôle et Yuan Shikai était leur agent. Je veux dire, c'est essentiellement ce qu'il était. Donc vous savez, c'est avec le soutien des Britanniques qu'il a réussi à prendre le pouvoir. Et les Britanniques ont utilisé le fait que Yuan Shikai était leur agent pour étendre leur influence pendant cette période au Tibet. Le Tibet, d'ailleurs, n'a jamais été vraiment indépendant, contrairement à ce que la plupart des gens croient. Après la chute de la dynastie, les Qing, ce qui s'est essentiellement passé, c'est que le Tibet est devenu une partie de l'empire informel britannique. Et les Britanniques dirigeaient, en fait, le Tibet depuis l'Inde. Je suis aussi un peu curieux. Ils essaient aussi, enfin en ce moment, ils détestent la Russie, donc il y a une carte qui circule où ils veulent diviser la Russie en 6 pays. Maintenant, sur quelle base reposent ces 6 pays? Il n'y en a pas. Je veux dire, les Russes ethniques sont majoritaires, largement majoritaires, dans chaque région de la Russie, à l'exception de la Tchétchénie. Et ce sont des gens très patriotes d'ailleurs. Je veux dire, ils aiment leur pays. Donc l'idée de partitionner la Russie est quelque chose à laquelle les Russes n'adhéreraient pas. C'est encore une fois une partie de ce plan mégalomane
visant à démanteler la Russie. On dit toujours qu'elle est trop grande, qu'elle ne peut pas être gouvernée correctement, que les Russes sont apparemment incapables de gérer leur propre pays parce qu'il est trop vaste. Donc, il faut le découper en morceaux plus petits, et c'est ce que vous devriez faire avec la Russie. C'est ce que vous devriez faire avec la Chine. Bien sûr, il ne faut jamais, au grand jamais, faire cela aux États-Unis. Lorsqu'il y a eu une tentative de sécession aux États-Unis dans les années 1860, cela a mené à une guerre civile. Je dis ça comme ça. D'ailleurs, à propos de la question du démantèlement de la Chine, je me souviens avoir lu un livre sur la Chine écrit dans les années 1990 qui proposait déjà à l'époque que la Chine soit subdivisée en plusieurs parties. Et là encore, l'auteur affirmait que c'était en quelque sorte ce que le peuple chinois voulait réellement. Je m'en souviens. Oui, ils prétendent toujours cela. Absolument. Et c'est exactement ce qu'ils font avec Taïwan. Ils ne supportent tout simplement pas la Chine. Ils ne soutiendront jamais une unification de la Chine. En fait, je ne pense pas qu'ils aient jamais soutenu une quelconque unification. Est-ce qu'ils font parfois? Non. L'Allemagne, c'est probablement le seul exemple pour un pays occidental. Non, je veux dire, l'Allemagne a été réunifiée par la conquête, par la Prusse, par Bismarck. Mais bien sûr, cela a été fortement combattu par la France et par d'autres pays autour de l'Allemagne à l'époque, et cela a mené à diverses guerres. Non, ils ne soutiennent pas l'unification. Ils soutiennent toujours la division, sauf quand il s'agit d'eux-mêmes. Là, évidemment, ils s'y opposent. Oui, comme la guerre de sécession aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui. Absolument. C'est une doctrine qui remonte aux Romains, qui avait ces mots célèbres, divide et impera, diviser pour régner. Oui, diviser pour régner, diviser pour conquérir. C'est ce qu'ils font. Et aussi, je voudrais parler un peu de cet autre article que je t'ai envoyé. D'accord? Parce que Albert Jacobi, peut-on dire qu'il est comme la Victoria Nuland contre la Chine? Parce que Victoria Nuland est vraiment obsédée par la Russie. Donc Albert Jacobi est l'équivalent pour la Chine. Oui, c'est vrai. C'est intéressant que vous souleviez ce point, car j'ai fait exactement la même remarque dans l'une de mes propres émissions. Je veux dire, il y a une certaine opinion qui s'est répandue en Europe, et d'ailleurs en Russie, selon laquelle Elbridge Colby serait une sorte de modéré et de réaliste, parce qu'il parle de réduire la présence des États-Unis en Europe et de parvenir à une forme d'entente avec la Russie. La seule raison pour laquelle il souhaite cela, c'est pour pouvoir concentrer toute la puissance militaire américaine afin de mener sa guerre contre la Chine à la place. Il est absolument aussi obsédé par la Chine que Victoria Nuland l'est par la Russie. Le seul débat entre ces deux-là porte sur lequel de ses rivaux l'Amérique devrait frapper en premier. Victoria Nuland dit « Frappons la Russie parce qu'elle est plus faible et ainsi nous pourrons nous occuper de la Chine. » Tandis qu'Elbridge Colby dit « Non, frappons la Chine en premier parce qu'elle est plus forte. Si nous réglons le cas de la Chine, nous n'aurons plus à nous soucier de la Russie. Nous pourrons simplement leur imposer tout ce que nous voulons. » Mais c'est la seule divergence entre eux. Ce sont vraiment des personnes dangereuses. Alors, Elbridge Colby, n'est-ce pas? L'article qu'il a écrit s'intitulait « Une stratégie et une posture nucléaire pour 2030 » et il l'a écrit en 2015. Mais la situation dont il parle est assez actuelle. Voici donc ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Dans la situation où les États-Unis auraient perdu leur avantage conventionnel, ce qui est en train de se produire en ce moment, n'est-ce pas? Les armes nucléaires américaines devraient jouer un rôle central pour amener une guerre que les États-Unis et leurs alliés sont en train de perdre à une conclusion tolérable. À quel point est-ce horrible? Il dit en gros,
qu'on peut tolérer une guerre nucléaire. Oui, absolument. Comment pouvez-vous dire cela? Lorsqu'une guerre nucléaire éclate, comment peut-on envisager une fin tolérable? Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Encore une fois, pour revenir à ce que nous avons dit à propos de l'article de l'Hudson Institute, ces idées sont des idées maléfiques. Ce sont vraiment des idées maléfiques. C'est intéressant parce que lorsque j'ai lu son texte, qu'il m'a envoyé, comme dit, il date de 2015, il se trouve que j'ai moi-même écrit un article en 2015, mais je n'arrive pas à le retrouver. Je l'ai égaré quelque part sur The Duran. Mon frère le retrouvera. Mais à cette même époque, j'écrivais aussi un article disant que les États-Unis font face à une crise des ressources. Ils ne peuvent pas affronter la Chine, la Russie, tous ces autres pays, tous en même temps, l'Iran, la Corée du Nord, peu importe. Ils ne peuvent pas tous les affronter en même temps. C'est ridicule. Mais j'en suis arrivé à la conclusion diamétralement opposée à celle d'Elbridge Colby, à savoir, il ne faut pas penser à la guerre nucléaire. Il faut arrêter de penser à toutes ces choses. Ce que j'ai alors proposé, c'était ce que j'ai appelé une trêve géopolitique. Une situation où les États-Unis parviennent à un accord avec tous ces pays, en particulier la Chine, pour réguler leurs relations de manière pacifique, pour résoudre les problèmes entre eux de façon pacifique, afin de donner aux États-Unis le temps de régler leurs propres affaires et de ne plus s'impliquer dans les problèmes chinois. J'ai dit que c'était la seule voie raisonnable à suivre. Mais nous voyons Elbridge Colby, qui domine manifestement la politique étrangère américaine aujourd'hui. Il est clairement le penseur le plus important au sein de l'administration Trump. C'est la figure de proue là-bas, il faut le préciser. Et bien sûr, on voit dans quelle direction il va. D'autres personnes aux États-Unis le suivent. Nous avons ici quelqu'un qui parle d'amener la guerre nucléaire à une conclusion tolérable. Et il est maintenant secrétaire adjoint à la Défense. Mais ces personnes sont très influentes. Vous voyez, le fait est qu'elles ne sont pas élues, mais elles sont très influentes. D'accord. Eh bien, je veux dire, si vous êtes le secrétaire adjoint à la Défense, chargé de la politique, d'ailleurs, vous n'êtes pas seulement influent, vous êtes au pouvoir. Et je pense que c'est ce que les gens en Chine doivent comprendre. Le rapport de Hudson Institute et les opinions d'Elbridge Colby se rejoignent. Oui. Je veux dire, c'est effrayant. Quand je le lisais, tout ce paragraphe, je voulais que mes téléspectateurs écoutent, qu'ils l'entendent. Bien qu'une telle perte d'avantages conventionnels semble peu probable à court terme, cette éventualité pourrait se produire, en particulier en Asie maritime, où les États-Unis pourraient perdre leur domination conventionnelle s'ils ne prennent pas des mesures suffisamment efficaces et résolues pour maintenir leur avance sur la RPC, la République populaire de Chine. Dans un tel cas, les forces nucléaires américaines devront offrir aux États-Unis des options crédibles pour une escalade contrôlée contre la Chine. Des options conçues pour signaler une ferme détermination américaine à poursuivre l'escalade, influencer positivement le conflit militaire conventionnel qui serait le présumé précurseur d'une telle utilisation, et démontrer une volonté de mettre fin au conflit selon des termes mutuellement satisfaisants. Qu'est-ce que cela signifie? Des termes mutuellement satisfaisants. Dans une guerre nucléaire, je veux dire, c'est de la folie. Je veux dire, c'est de la folie. Une folie absolue. Et bien sûr, ils auront lu cela à Pékin, ils auront discuté de cet article à Zhongnanhai. Le gouvernement chinois sera bien informé du fait qu'Elbridge Colby a obtenu aujourd'hui ce poste influent au Pentagone. Ils se diront, voici un homme qui parle ouvertement de guerre nucléaire avec notre pays et qui semble croire que cela aboutira à ce qu'il appelle une conclusion mutuellement satisfaisante.
Nous devons donc nous assurer qu'une telle menace ne puisse pas être proférée contre la Chine. Et comment faisons-nous cela? En renforçant nos forces nucléaires, ce que la Chine est précisément en train de faire. Et lorsque les gens reviennent ensuite en disant que cela démontre l'agressivité de la Chine, eh bien, trouvez-moi un article écrit par un Elbridge Colby chinois qui propose la même chose à propos d'une guerre avec les États-Unis. Oui, oui, il raconte toujours, quand il parle de l'agressivité de la Chine, il ne vous donne toujours que la moitié de l'histoire, n'est-ce pas? Ils vont dire, vous voyez, ils développent leur arsenal nucléaire et c'est agressif. Mais ils ne mentionnent pas des articles comme celui-ci. Vous savez, des articles très menaçants comme celui-ci. J'ai récemment vu une interview avec une sorte d'experte en puces et ce genre de choses, les terres rares. Et elle parle de la Chine qui militarise les terres rares. Si vous écoutez sa déclaration, on dirait que c'est la Chine qui a commencé à militariser les terres rares. Comme si, tout à coup, la Chine avait décidé d'arrêter de vendre des terres rares à d'autres pays, sans jamais mentionner tout ce qui s'est passé avant. C'est incroyable. Je veux dire, eh bien, vous savez, nous n'avons pas militarisé le dollar. Nous n'avons pas militarisé les tarifs douaniers, ce que nous faisons maintenant. Nous n'avons pas imposé de sanctions à d'autres pays. Nous ne restons pas les bras croisés à laisser la nourriture, le refus de nourriture, être utilisé comme une arme à Gaza. Mais vous voyez, les Chinois militarisent les terres rares, ce qui est, eh bien, on peut devenir très en colère. Je veux dire, il m'arrive parfois d'être vraiment en colère. Oui, quand on pense à tout cela, l'hypocrisie est tellement énorme. Et le sentiment d'impunité aussi est si immense que, vous savez, cela vous laisse sans voix. Bon, donc la guerre en Ukraine en ce moment, il y a... Plusieurs choses se passent. Donc ils ont de nouveau discuté. Il y a eu des pourparlers de paix, n'est-ce pas? Je crois que c'était il y a 2 jours. Est-ce que cela a donné quelque chose? Qu'en penses-tu? Eh bien, ce que les Russes ont proposé, c'est que les 2 parties, les 2 délégations, forment 3 groupes de travail pour étudier chaque aspect du problème. Maintenant, si vous cherchez une solution à ce conflit très long, de la manière dont Donald Trump le souhaite, en 50 jours ou quelque chose comme ça, alors évidemment, cela ne vous mènera pas très loin. En soi, la création de groupes de travail me semble être une bonne idée. Je veux dire, cela pose les bases pour des négociations plus substantielles à l'avenir, qui pourraient, avec le temps, aboutir à un résultat. Je ne dirais donc pas que ces négociations à Istanbul ont été un échec total. Bien sûr, les Ukrainiens n'ont pas encore accepté cette proposition. Mais le problème fondamental de tout le processus de négociation autour de l'Ukraine, et d'ailleurs, il y avait un excellent article dans le Global Times qui l'a bien compris, c'est que l'Occident et l'Ukraine refusent tout simplement de reconnaître que la Russie a des préoccupations sécuritaires sérieuses ou légitimes. Tant qu'ils ne le feront pas, il est difficile de voir comment ces négociations pourraient avancer. Tout comme la femme qui parlait des terres rares, rien de ce qui a été dit n'y menait. Il ne mentionne pas tout ce qui a conduit à la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Et je pense que c'est ça le problème, parce que pourquoi la Russie? Si j'étais la Russie, pourquoi serais-je d'accord avec vous sur quoi que ce soit? Il y a eu 2 accords de Minsk, non? Et ça n'a rien donné. Donc je ne sais pas. Vous avez tout à fait raison. Et les Russes, bien sûr, s'en plaignent constamment. Je pense que les gens en Chine le comprennent aussi. Comme je l'ai dit, l'article dans le Global Times était brillant d'ailleurs. Ce n'était pas seulement un article, c'était un éditorial dans le Global Times. Il était absolument brillant.
et montrait une compréhension exceptionnelle du problème. Mais comme je l'ai dit, ce n'est jamais un sujet discuté en Occident. Il y a un article d'un homme appelé George Beebe, que je connais un peu, qui est un ancien officier du renseignement américain, un très haut gradé. Mais il fait exactement le même constat. Il dit que, vous savez, en Occident, tout est centré sur ce dont l'Ukraine a besoin et ce que l'Ukraine veut. On ne se pose jamais la question de savoir ce dont la Russie a besoin et ce que la Russie veut. Et si l'on aborde toute négociation visant à mettre fin à une guerre de cette manière, on n'arrivera absolument à rien. Et pendant ce temps, la Russie a récemment bombardé massivement Kiev avec des drones et des missiles. De plus, il est intéressant de noter qu'il y a maintenant des manifestations contre Zelensky. Sont-ils fatigués de Zelensky? Se préparent-ils à organiser une révolution de couleur contre lui? Non, je ne pense pas. Je crois qu'il est toujours aux commandes, et je ne pense pas qu'il va tomber de sitôt. Mais oui, il commence à se lasser de Zelensky. Je veux dire, il y a déjà eu des articles, surtout dans les médias britanniques, qui l'affirment depuis quelques semaines. Et ils n'étaient pas écrits par des personnes que j'aurais pensé être liées au service de renseignement. En d'autres termes, ce n'étaient pas des articles commandités destinés à saper Zelensky parce que quelqu'un à Washington voudrait le renverser ou quelque chose de ce genre. Je veux dire, des articles de ce type sont parfois publiés, mais ce n'était pas le cas ici. Et les auteurs étaient jusqu'à présent de grands admirateurs de Zelensky et de fervents soutiens de l'Ukraine. Mais plusieurs d'entre eux se sont rendus à Kiev récemment, ces dernières semaines, et ils sont revenus choqués. L'un d'eux était Gideon Rachman du Financial Times et l'autre un homme nommé Owen Matthews écrivant pour The Spectator. Et ils sont tous deux revenus choqués. Ils ont trouvé le pays très démoralisé, la situation devenant de plus en plus grave. Et comme vous l'avez justement dit, les frappes de missiles et de drones à travers l'Ukraine s'intensifient, et l'Ukraine ne semble pas avoir de moyens pour contrer cela. De plus en plus de gens disent qu'il doit y avoir la paix, et Zelensky n'apporte pas la paix. Et il y a des inquiétudes et des soupçons croissants qui précédaient les dernières décisions de Zelensky. De grandes préoccupations existent concernant la corruption. La corruption en Ukraine s'aggrave, car à mesure que de plus en plus de personnes au gouvernement commencent à sentir que les choses s'effondrent ou tournent mal, elles commencent à voler davantage. Ce que j'ai vu se produire de nombreuses fois. Donc ils sont plus désespérés, ils se préparent à leur propre situation. Après, vous savez, la défaite, une sorte de... Oui, d'accord. Oui, je me souviens de cela au Sud-Vietnam, et je m'en souviens évidemment aussi en Afghanistan. En Afghanistan, lorsque l'ancien président a fui, il a emporté avec lui tellement de valises d'argent que 2 d'entre elles ont dû être laissées derrière à l'aéroport. Sur la piste, en fait. N'est-ce pas intéressant? Ils choisissent toujours ces personnes corrompues pour être leurs marionnettes. Eh bien, parce que ils peuvent les contrôler. Je veux dire, les personnes qui ne sont pas corrompues, les personnes qui ont des principes et du patriotisme, on ne peut pas les contrôler de cette manière. Donc ils choisissent toujours des personnes corrompues et atypiques, comme Zelensky ou Chiang Kai-shek. Oui, c'est tout. Oui, Chiang Kai-shek est aussi très... En particulier sa femme, vous savez, c'est impressionnant. La famille Sung, est extrêmement corrompue. Oui, absolument. Oui. Von der Leyen et Costa, ils sont en visite en Chine en ce moment. Maintenant, tout d'abord, pouvez-vous m'expliquer la différence entre le président du Conseil européen et le président de la Commission européenne? Quelle est la différence? Oui, je veux dire, la structure devient trop compliquée. Beaucoup de gens trouvent très difficile de comprendre quelle est la différence.
Donc, la Commission européenne, eh bien, on pourrait l'appeler le gouvernement. C'est le bras exécutif. C'est là qu'on trouve ce qu'on appelle les DG, les différentes directions générales, qu'on pourrait assimiler à des ministères ou des départements si vous préférez. C'est là que l'administration et la gouvernance de l'Union européenne sont assurées. Sa présidente est Ursula von der Leyen. Elle occupe un rôle qui s'apparente à celui d'un premier ministre. Le président du Conseil européen est une personne beaucoup moins importante et puissante. Le Conseil européen est le Conseil des États membres. Ils se réunissent donc généralement 2 fois par an, parfois plus souvent. Ils se rassemblent et le président de cette réunion est le président du Conseil européen. Maintenant, ce qu'il est important de comprendre à propos du Conseil européen, c'est qu'il constitue le véritable Parlement de l'Union européenne, car la grande majorité de la législation européenne est élaborée au sein du Conseil européen, et c'est le Conseil européen qui définit la politique. Donc, si vous voulez, il est difficile de trouver une analogie, mais c'est un peu comme une sorte de comité central. On pourrait penser que le président est une personne importante, mais en réalité, il ne l'est pas. Tout ce qu'il fait, c'est présider la réunion, et il remplit un rôle plutôt cérémoniel en tant que président, une sorte de président de lui-même, comme un chef d'État. Mais en réalité, les décisions au sein du Conseil européen sont prises par un très petit groupe de dirigeants politiques, essentiellement la chancelière allemande, le président français, parfois le président du Conseil italien. Mais en fait, tout est négocié entre eux. Eh bien, je pense qu'ils viennent tous les deux rendre visite à la Chine, donc ils doivent prendre ce voyage très au sérieux. En même temps, jusqu'à présent, j'essaie de savoir si la réunion s'est bien passée, tu sais, avec Xi Jinping et les autres dirigeants. D'après la BBC, cela ne se passe pas très bien. Maintenant, les médias chinois n'ont pas beaucoup rapporté de choses. Et en général, les médias chinois ne diraient pas « Bon, cette réunion est catastrophique ». Ils n'écriraient pas quelque chose comme ça. Ils diraient simplement qu'il y a eu une réunion et qu'ils ont discuté de ceci ou de cela. Il n'y a aucune émotion attachée à ces reportages. Qu'as-tu lu à ce sujet? J'ai pensé exactement la même chose. Encore une fois, nous parlons du Global Times. Mais j'ai lu aujourd'hui un éditorial qui abordait cette réunion à venir. Et j'ai été frappé par la neutralité de son ton à propos de la réunion. Or, il n'y a pas si longtemps, ces réunions étaient de grands événements. La Chine et l'Union européenne travaillaient vraiment en étroite collaboration. Il semblait y avoir une véritable, sincère et générale entente entre les deux. L'Allemagne, en particulier, entretenait des relations économiques très étroites avec la Chine. Je me souviens qu'à l'époque où David Cameron et George Osborne dirigeaient le gouvernement britannique, le Royaume-Uni cherchait à développer de bonnes et solides relations avec la Chine. Et la Grande-Bretagne, bien sûr, à cette époque, était membre de l'Union européenne. On parlait alors d'un âge d'or dans les relations entre la Grande-Bretagne et la Chine. C'était généralement la politique suivie. Puis Donald Trump a été élu, et il était fortement influencé par des personnes comme Elbridge Colby et d'autres, et il était très proche du cercle de l'Epoch Times et tout cela. Il est devenu de plus en plus critique et virulent envers la Chine, comme nous le savons tous, même s'il a essayé de maintenir une bonne relation avec Xi Jinping. Il a commencé à prendre les premières mesures contre le commerce avec la Chine, et il a commencé à parler de droits de douane contre la Chine et de toutes sortes de mesures contre la Chine. Et il a lancé l'attaque contre Huawei. Et vous savez ce qui s'est passé avec Huawei et tout ça, et tout a commencé à mal tourner. La relation entre l'Europe et la Chine a commencé à se détériorer, et cela n'a fait qu'empirer. D'année en année, la situation se dégrade. Et bien sûr, ils ont maintenant ajouté autre chose. Ils accusent désormais la Chine d'être responsable de toute la crise en Ukraine.
Ils disent, vous savez, que si ce n'était pas pour la Chine, la Russie ne mènerait pas la guerre de cette façon. Et vous avez parlé de tous les drones et de tous les missiles. Eh bien, c'est parce que les Chinois les assemblent. Ils envoient toutes ces pièces détachées à la Russie, et c'est ce qui permet à la guerre de continuer. Et vous savez tous ces obus que la Russie est censée importer de Corée du Nord? En réalité, ils sont chinois. Elles sont simplement blanchies via la Corée du Nord. Ce qui est amusant, c'est que les Russes n'ont même pas reconnu qu'ils importaient des obus de la Corée du Nord. Donc vous voyez, ils cachent le fait qu'ils importent des obus de la Corée du Nord, ce qu'ils font justement pour dissimuler qu'en réalité, ils les importent via la Corée du Nord depuis la Chine. Franchement, c'est complètement fou. Mais bon, voilà le niveau des choses dont nous parlons. En conséquence, une relation qui est naturelle et potentiellement très bénéfique, dont les peuples européens ont énormément profité, est en train de mal tourner et de se détériorer. Parce qu'au fond, les Américains ont un différend avec la Chine. Donc, nous en Europe devons faire de même. Et nous sommes entraînés dans ce mouvement, et nous y participons avec, vous savez, un enthousiasme croissant. Les Européens répètent tous les arguments habituels des Américains. Ils évoquent le Xinjiang, le Tibet et toutes les autres questions, évidemment l'Ukraine et tout le reste, et Taïwan, la courageuse Taïwan qui résiste face à la Chine et tout cela. Donc, oui. Et comme je l'ai dit, cette merveilleuse relation, très bonne, solide, forte, économiquement importante, qui reste une relation énorme, est en train de se détériorer pour cette raison. Donc je pense que c'est mauvais. Cette réunion ne sera pas heureuse, mais il n'y a aucun doute sur la responsabilité de cette situation. L'Europe a un problème. Je veux dire, avec tout ce qu'elle fait pour soutenir les États-Unis contre la Chine, qu'est-ce qu'elle obtient des États-Unis? Trump demande des droits de douane élevés à l'Europe. Je veux dire, ne comprenez-vous pas que Trump ne veut pas voir une Europe forte et puissante? Eh bien, il y a une certaine résistance à ce sujet. Un rapport très percutant a été produit par le Parlement français. Rappelons que le Parlement français est dominé par des partis opposés au gouvernement français, à Emmanuel Macron. Mais ils ont rédigé un texte très fort à ce sujet. Ils affirment que le fait que l'Europe fasse ce que veulent les Américains, en particulier en ce qui concerne la Chine, a été un désastre pour l'Europe et que cela devrait être inversé. Et que l'intérêt de l'Europe et de la France est de développer l'Europe et de renforcer la relation avec la Chine, et non de faire le contraire. Et cela illustre exactement le point que vous avez soulevé. C'est l'Europe qui a davantage besoin de cette relation que la Chine. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Mais bien sûr, les dirigeants à travers l'Europe sont aveugles à cela. Vous savez, les Russes disent que les 3 États baltes, qui sont minuscules à eux 3, ont réussi d'une manière ou d'une autre à empoisonner tout le discours en Europe. Je veux dire, ils sont très hostiles à la Russie, ils sont très hostiles à la Chine, pour une raison que Dieu seul connaît. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais c'est ainsi. Et les Russes ont récemment commencé à appeler l'Allemagne la Grande Estonie. Et les médias chinois, en fait, je vois que beaucoup de gens répètent ce point, c'est que parmi les 3 puissances, vous savez, la Russie, la Chine et les États-Unis, la Chine est le seul pays qui aimerait vraiment voir l'Europe prospérer. La Russie ne veut certainement pas voir l'Europe s'effondrer. Si l'UQOM s'effondrait aujourd'hui, la Russie s'en accommoderait très bien. Et les États-Unis applaudiraient probablement, parce que dès le premier jour où l'Europe est devenue l'Union européenne, je pense que les États-Unis s'en sont inquiétés, car c'est clairement un concurrent pour eux. Mais la Chine est la seule à ne pas le voir ainsi. La Chine ne considère pas l'UE comme un concurrent. Alors est-ce qu'ils comprennent cela?
Eh bien, vous avez tout à fait raison à ce sujet. Vous avez absolument raison. La Chine a travaillé très très dur pour développer une bonne relation avec l'UEPOA en tant qu'institution et préférerait de loin, parce que la priorité de la Chine a toujours été le commerce, les affaires, l'économie, ce genre de choses, traiter avec l'organisme central en Europe, avec lequel elle peut collaborer, plutôt que d'avoir à traiter séparément avec chaque État membre. On peut aussi comprendre cette logique. Vous avez tout à fait raison là-dessus. Mais il y a autre chose que je voulais ajouter à cela, c'est que l'Europe et la Chine entretiennent des relations millénaires, bien plus anciennes que celles que la Russie ou l'Amérique ont pu avoir. Je veux dire, les Russes ont commencé à développer des relations avec la Chine à la fin du XVIIe siècle. Les États-Unis, eh bien, essentiellement au XIXe siècle, je suppose. L'Europe, je veux dire, il y avait du commerce entre la Chine et l'Europe à l'époque de l'Empire romain. Donc cela remonte à très loin. Nous avons toujours eu une relation avec la Chine, et cela a toujours fait partie de l'imaginaire européen d'ailleurs. Je pense pas que les Chinois le sachent, mais à toutes les époques de l'histoire européenne, les Européens ont toujours, à un certain niveau, su qu'il existait ce grand pays et cette civilisation à l'autre bout du monde. Un pays puissant, riche et extrêmement avancé. Il n'y a jamais eu de moment en Europe où les Européens ont oublié cela. Vous pouvez le constater rien qu'au nom que nous donnons à la Chine, qui est Chine. Nous l'appelons ainsi à cause de la dynastie Qin, la dynastie de Qin Shi Huang. Ce qui montre que c'est à cette époque que les premiers contacts ont eu lieu. C'est pour cela que ce pays porte ce nom. Alors, compte tenu de cette histoire, pourquoi, à une époque où les relations n'ont jamais été aussi étroites, où les contacts n'ont jamais été aussi nombreux, où nous sommes en position de réellement profiter au mieux de tout ce que cette civilisation, ce pays et cette nation extraordinaire ont à offrir? Pourquoi sommes-nous en train de tout gâcher de la manière dont nous le faisons? Cela n'a absolument aucun sens. Maintenant, je dois dire ceci. Il y a des différences. Je veux dire, si vous allez en Italie, par exemple, vous constaterez que les gens là-bas, je veux dire, ils ne sont pas du tout d'accord avec cette politique. Les Italiens à tous les niveaux, y compris au sein du gouvernement, sont très hostiles à toute cette politique anti-chinoise. Je pense que c'est vrai pour tous les pays méditerranéens, qui bien sûr sont ceux qui ont eu les contacts historiques les plus anciens avec la Chine. La France, rappelons-le, est un pays méditerranéen. Mais l'Europe du Nord semble coincée dans cette logique, et c'est très mauvais et très désastreux. Eh bien, la famille royale Qing entretenait une relation très étroite avec la famille royale française. Je pense en particulier à Louis XIV. Louis XIV a régné pendant environ 60 ans, et à la même époque, c'était aussi l'empereur Kangxi en Chine, qui a régné pendant environ 60 ou 70 ans. Ils ont constaté qu'ils avaient beaucoup de points communs. Ils sont tous deux devenus empereurs ou rois alors qu'ils étaient jeunes, et ils sont restés au pouvoir très longtemps, avec des règnes qui se sont largement chevauchés. Ils se sont écrits des lettres, et je crois même qu'il y avait des projets de visite officielle de la France. Une ambassade chinoise a été envoyée à Versailles. J'en ai vu des peintures. Une ambassade chinoise à Versailles. Et Louis XIV les a reçus. C'était une période de l'histoire européenne où en particulier les intellectuels français étaient absolument enthousiastes à propos de la Chine. Ils ont découvert comment la Chine était gouvernée par des intellectuels grâce au système des examens et ils ont dit « c'est parfait, c'est ainsi que nous devrions fonctionner ». Mais évidemment, il y a eu de nombreuses autres périodes d'échanges et de contacts également. En tant que Grec, je connais une peinture dans l'un des tombeaux de la dynastie Tang où l'on voit des ambassadeurs de l'empereur de Byzance,
une culture de langue grecque. Et ils sont là, visitant la Chine à l'époque de l'impératrice Wu. Voilà. Oui, oui. Oui, donc mais ils semblent vraiment être très dominés par les États-Unis en termes de oui, d'accord, oui. Sans bénéficier de quoi que ce soit de la Chine ou des États-Unis, ils ne tirent rien des États-Unis. Oui, non, c'est tout à fait vrai. Tellement stupide, je ne sais pas. Tellement stupide, oui. Ouais, d'accord. Peux-tu me parler un peu de ce scandale de fuite britannique? Okay, can you tell me a little bit about this British leaks scandal? C'est une histoire énorme, en fait. Je suis content que tu en parles, parce que c'est vraiment une histoire intéressante. Cela donne une idée complète des réalités du fonctionnement de la Grande-Bretagne et des différences. Tu sais, quand on dit que nous sommes la grande démocratie et que la Chine est cette dictature totalitaire, parfois on a l'impression que c'est l'inverse qui est vrai. En résumé, les Britanniques, évidemment, pendant la période récente, après que la Grande-Bretagne et l'Amérique ont envahi l'Afghanistan, l'armée britannique est restée là-bas très longtemps, et ils ont développé leur propre réseau de personnes qui travaillaient pour eux. Les personnes qui avaient des contacts étroits avec l'armée britannique et les administrateurs civils britanniques présents en Afghanistan. Comme nous le savons, ils ont tous dû quitter l'Afghanistan précipitamment en 2021, lorsque les talibans ont pris le pouvoir. Eh bien, en 2022, un an plus tard, une sorte d'enquête ou d'étude a été menée pour essayer d'identifier qui étaient ces personnes, celles qui avaient travaillé pour les Britanniques en Afghanistan, et pour déterminer si le gouvernement britannique avait une responsabilité envers elles et ce qu'il devait faire pour elles. Eh bien, à un certain moment, dans des circonstances qui n'ont jamais été clarifiées, en 2023, un responsable du ministère britannique de la Défense a envoyé toute une liste contenant les noms de ces personnes par un email non sécurisé. On craignait que les talibans puissent avoir accès à cette liste, et d'ailleurs, ils l'avaient probablement, il faut le dire, ils en étaient probablement informés. Le gouvernement britannique a donc décidé qu'il devait agir pour sauver et secourir ces personnes. En même temps, ils ne voulaient pas admettre que cela s'était produit. Ils disent toujours qu'ils ne voulaient pas le révéler aux talibans. Mais bien sûr, les talibans étaient au courant. C'est d'ailleurs pour cela que les Britanniques étaient si soucieux de faire tout cela. Ils se rendent donc à la Haute Cour de Londres et obtiennent de la Cour un type d'ordonnance appelée super injonction. Il est important de préciser qu'il s'agit d'une ordonnance obtenue auprès d'un juge, mais sans partie adverse. C'est donc simplement le gouvernement qui va parler au juge. L'ordonnance stipule que toute discussion et toute publication concernant cette fuite et ce qui s'est passé sont totalement interdites. Toute information relative à cette fuite est entièrement secrète. L'ordonnance elle-même est secrète. Il est interdit de mentionner le fait qu'une ordonnance a été obtenue auprès de la Cour et que celle-ci est secrète. Ils utilisent ensuite cela pour faire diverses choses, et nous ne savons pas encore exactement ce qu'ils ont fait, mais apparemment certaines de ces personnes ont été amenées en Grande-Bretagne. D'autres ont reçu de l'argent, toutes sortes de choses ont été faites. C'est très confus et chaotique quant à ce qui a réellement été fait. Mais à un moment donné, l'automne dernier, le juge, pas celui qui avait rendu la décision initiale, mais un autre juge qui a repris l'affaire et qui avait beaucoup plus de doutes sur la légitimité de toute cette histoire, a été informé qu'il se pourrait que 7 milliards de livres, soit environ 10 milliards de dollars, aient été dépensés pour tenter de résoudre ce problème. Et il a dit, vous savez, 10 milliards de dollars. Le Parlement n'a pas été informé. Les médias n'ont pas été informés. Il y a une crise budgétaire massive en Grande-Bretagne. Nous essayons de réduire de 5 milliards de livres les dépenses sociales.
Et les gens sont très contrariés et en colère à ce sujet. Le Parlement n'a jamais autorisé la dépense de cet argent. Le moment est venu, je ne peux tout simplement plus continuer à passer cette commande. Il a donc finalement annulé la commande. Et alors, tout a éclaté. Les médias ont soudain découvert qu'il s'agissait d'un énorme scandale. Certaines de ces personnes ont été introduites en Grande-Bretagne en contournant toutes les lois sur l'immigration. Tout cet argent a été dépensé. Tout cela s'est produit, et maintenant, c'est au grand jour. Ce que le gouvernement britannique a fait, c'est dissimuler le fait qu'il avait commis une énorme erreur. Il a dissimulé le fait qu'il avait reçu une ordonnance du tribunal pour cacher cette énorme erreur. Il a dépensé une somme énorme d'argent en dehors des comptes officiels, sans obtenir l'autorisation du Parlement. Je veux dire, il a transgressé pratiquement tous les principes du fonctionnement attendu de l'État britannique. Et bien sûr, le peuple britannique, dans notre grande démocratie, n'est absolument pas informé de tout cela. Et bien sûr, cela a aggravé la crise budgétaire. Cela a augmenté l'immigration au Royaume-Uni, parce que certaines de ces personnes ont été amenées ici, contournant, comme je l'ai dit, les règles d'immigration, sans aucune explication, sans aucune divulgation. Et les gens sont très contrariés et très en colère. Et je pense qu'après l'envoi de cet email que vous avez mentionné, je suppose par accident ou quelque chose comme ça, il n'a pas été découvert immédiatement. Donc, la violation a eu lieu en février 2022, puis elle a été découverte en août 2023, soit 1 an et demi plus tard. Elle a été découverte parce que quelqu'un en Afghanistan a obtenu les données et en a publié une partie sur Facebook. Oui. Pour faire chanter les Britanniques afin qu'ils le sortent d'Afghanistan, je suppose. Vous avez tout à fait raison à ce sujet. C'est exactement vrai. Donc, comme je l'ai dit, le postulat selon lequel vous voulez cacher cette information aux talibans est erroné, car elle circulait déjà en Afghanistan même. Oui. Et l'autre chose intéressante, c'est que lorsqu'ils essayent de faire venir des gens, alors ces personnes ont travaillé, je suppose, pour la Grande-Bretagne, non? Donc, pour ce genre de personnes, je pense qu'en Chine, on les méprise. On les considère comme des traîtres. D'accord? Par exemple, certains d'entre eux, à Hong Kong, veulent vraiment partir en Grande-Bretagne, et ainsi de suite. Et en Chine, beaucoup de gens disent que si ces personnes veulent partir en Grande-Bretagne, qu'elles le fassent et qu'elles ne reviennent pas. Voilà l'état d'esprit. Puis-je simplement vous dire quelque chose? C'est aussi l'attitude en Afghanistan. Je veux dire, l'une des choses que vous avez dû remarquer, c'est qu'il n'y a pas de grands récits de représailles massives prises contre ces personnes par les talibans. Les talibans aimeraient simplement qu'ils s'en aillent. Et en fait, s'il y avait le moindre problème, je connais très bien le système des talibans, ils diraient aux Britanniques, « Très bien, emmenez-les. Débarrassez-vous d'eux. Nous ne les voulons pas ici dans notre pays. » C'est tout. Ouais. C'est ce que les talibans ont dit. Ils ont riposté contre personne. Et en fait, je leur fais confiance sur ce point. Non, je leur fais totalement confiance. Oui. S'il en était autrement, nous le saurions. Oui. Je pense que c'est mieux seulement pour les talibans. Et c'est aussi l'attitude en Chine. Quand tu vois ces gens-là, tu les laisses partir, tu sais. Mais en ce qui concerne Hong Kong, il y a des histoires horribles. Certaines personnes ont quitté Hong Kong et semblaient complètement inconscientes. D'abord, quand tu arrives en Grande-Bretagne, comment vas-tu subvenir à tes besoins? Le gouvernement britannique ne va pas simplement te donner de l'argent. Tu dois quand même te débrouiller par toi-même. Et donc, il y a des gens qui essaient en fait de retourner à Hong Kong. Certains y arrivent, mais d'autres ont des difficultés. Maintenant, la Grande-Bretagne a différents passeports, n'est-ce pas?
Ils ont des passeports pour les citoyens d'outre-mer, différents types de passeports en Grande-Bretagne, ce qui, en gros, fait de toi un citoyen de seconde zone, non? Which essentially are the second-class citizen, isn't it? Yes, it is. I mean, it's all the product. It's all the. Oui, c'est le cas. Je veux dire, tout cela est le produit, c'est tout l'héritage de l'Empire britannique. Je veux dire, il y avait différents niveaux de passeports, il y avait différents concepts. Pendant l'Empire britannique, on pouvait être citoyen britannique et on pouvait être ce qu'on appelait un sujet britannique. Ainsi, un citoyen britannique était quelqu'un qui avait tous les droits de citoyenneté. Un sujet britannique était quelqu'un qui bénéficiait de certaines protections et qui, vous savez, vivait au sein de l'Empire, mais n'avait pas de droit de citoyenneté. Des personnes comme Mahatma Gandhi, par exemple. Eh bien, cela pose un problème car, avec un passeport ou un permis de citoyen de seconde zone, ou peu importe comment on l'appelle, ils ne peuvent pas vraiment travailler légalement. Ils ne peuvent certainement pas bénéficier d'aucune aide du gouvernement britannique. Donc certains d'entre eux rencontrent vraiment des difficultés. Some of them really struggle. Absolutely. My mother, who Absolument. Ma mère, qui est née d'un père britannique, mon grand-père, avait la citoyenneté britannique, bien qu'il fût en réalité d'origine grecque. Mais comme elle est née à Corfou, elle a été, pendant une grande partie de sa vie, un sujet britannique plutôt qu'une citoyenne britannique. Juste pour préciser. a British subject rather than a British citizen. Just to say. Okay. Tu l'as fait. Oui, c'est assez intéressant. And you're quite right. I mean, you know, Et vous avez tout à fait raison. Je veux dire, vous savez, vous étiez limité dans ce que vous pouviez faire. Je me souviens, au début des années 70, lorsqu'il y a eu un grand mouvement de population, des Asiatiques qui avaient été déplacés par l'Empire britannique en Afrique de l'Est. Beaucoup d'entre eux ont décidé qu'ils ne voulaient pas rester en Afrique de l'Est lorsque les États d'Afrique de l'Est sont devenus indépendants et ont voulu venir en Grande-Bretagne. Ils n'avaient pas de droit de citoyenneté complet et ont rencontré énormément de difficultés pour obtenir le droit de travailler et de faire des choses en Grande-Bretagne. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est la nature des empires coloniaux. Ils ont des hiérarchies. Utilisons ce mot, des hiérarchies de race au sein de l'Empire. Ainsi, les Anglais blancs, les Écossais blancs, nés en Angleterre et en Écosse, sont tout en haut de l'échelle, et les autres sont bien, bien plus bas. Je veux dire, pour certains résidents de Hong Kong, le problème est que dès qu'ils obtiennent la citoyenneté, qu'elle soit complète ou partielle, le gouvernement de Hong Kong ne s'en soucie plus. Si vous avez la citoyenneté d'un autre pays, vous n'êtes plus considéré comme un résident de Hong Kong. Et cela est donc devenu un problème pour certains d'entre eux qui essayent de retourner à Hong Kong. Oui, je pense que beaucoup d'entre eux, en venant à Londres, en venant en Angleterre, seraient plutôt étonnés par l'Angleterre qu'ils découvriraient. Ils imaginaient probablement un pays bien différent, bien plus riche, prospère et respectueux des lois que celui qu'ils trouveraient réellement. Oui, on entend souvent des gens poser ces questions. Eh bien, si la Chine se développe si bien, pourquoi y a-t-il encore autant de Chinois qui veulent venir aux États-Unis et s'installer en Occident? C'est parce qu'ils ne savent pas. Ils ne sont pas bien informés. Oui, à cause de la crise humanitaire, nous sommes maintenant en pleine crise, n'est-ce pas? Si j'utilise une boule de cristal, vous savez, l'animatrice du programme HEAL disait « Je ne savais pas qu'on vivait dans un monde où l'on peut regarder 2 millions de personnes mourir de faim et ne rien faire. » Je ne le savais pas non plus. Non, je ne le savais pas. Non seulement je ne le savais pas, mais il s'agit bien sûr d'une famine intentionnelle. Je veux dire, c'est fait exprès. C'est fait au vu et au su de tous. Il n'y a pratiquement aucune tentative de le dissimuler. Le gouvernement qui en est responsable n'en éprouve aucun remords et ne cache guère que c'est sa politique.
Et non seulement nous ne faisons rien pour l'empêcher, mais nous le soutenons. J'ai été tellement choqué qu'après avoir vu certaines images de personnes à Gaza dans les médias britanniques, je n'ai pas pu dormir. Oui, oui, c'est très très inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est que le reste du monde ne fait rien. Je veux dire, Non. en attendant, maintenant que 2 partis ultra-orthodoxes ont quitté le gouvernement, je me suis demandé, est-ce que cela ne conduit pas à l'effondrement du gouvernement Netanyahou? Ne sont-ils pas censés organiser de nouvelles élections ou quelque chose comme ça? Eh bien, c'est possible. Je veux dire, je ne suis pas quelqu'un qui comprend très bien la politique intérieure israélienne. Netanyahou semble toujours être là. Je soupçonne qu'il est en train de perdre progressivement sa position en Israël. Et bien sûr, il fait face à toutes sortes de défis juridiques. Mais il se peut que son gouvernement s'effondre et qu'il y ait des élections. Cependant, je ne suis pas convaincu qu'un nouveau gouvernement sera très différent de l'ancien. Il pourrait y avoir une différence dans le fait que nous n'aurions peut-être pas Netanyahou, qui est une figure particulièrement sinistre et à certains égards très fascinante. Mais celui qui prendra la relève ne sera peut-être pas particulièrement différent. Revenons à Donald Trump. Il est toujours aussi divertissant. Le dossier Epstein, il subit clairement une pression énorme en ce moment. Il essaie toutes les distractions possibles. La dernière en date, c'est qu'il va essayer de poursuivre Obama. Il a même dit cela pour détourner l'attention lorsque des gens lui posaient des questions sur le dossier Epstein. Il a dit « Pourquoi ne vous intéressez-vous pas à Obama ?» Vous voyez ce genre de choses. Maintenant, le Russiagate est faux. Il n'y a aucun doute là-dessus, donc je n'ai pas de sympathie pour Obama à ce sujet. Mais en même temps, Trump n'aborde pas le problème. Je ne comprends pas pourquoi ne pas publier quelque chose. Même si c'est caviardé, il y a beaucoup de choses déjà accessibles au public. Par exemple, ces procès civils, il y a déjà beaucoup d'informations présentées lors des audiences qui pourraient être rendues publiques. Pourquoi ne donne-t-il rien aux gens? Tu as tout à fait raison. Je veux dire, je ne comprends pas. Pour un homme politique aussi habile que Trump l'est, à certains égards, son erreur de jugement ici a été stupéfiante. Maintenant, je suis quelqu'un qui a passé plusieurs années de sa vie à éplucher tout le dossier Russiagate. Et tu sais, pour moi, c'est vraiment intéressant. Mais je ne me suis jamais fait d'illusions en pensant que cela avait la même importance pour la plupart des gens qu'Epstein. Le point que je veux souligner est très simple. Pour la plupart des gens, aux États-Unis et ailleurs, Russiagate est finalement un scandale qui tourne autour de la personnalité d'un seul homme, Donald Trump. Je veux dire, au final, tout tourne autour de Donald Trump. L'affaire Epstein est un scandale qui les concerne. Il s'agissait d'un prédateur sexuel très puissant, très bien protégé, qui s'en prenait à des Américains ordinaires et inévitablement à des enfants. Les gens vont se concentrer sur cette affaire-là. Je veux dire, le Russiagate, il ne s'intéresse pas à ce qu'Obama a dit lors d'une réunion le 7 janvier 2017. Peut-être qu'ils devraient, mais la réalité, c'est qu'ils ne le feront pas. Alors qu'avec Epstein, absolument, ils sont très intéressés et ils ont raison de l'être parce que c'est une affaire terrible. Je veux dire, vous savez, je ne prétends pas avoir toutes les réponses sur Epstein. Je ne les ai pas. Je ne sais pas exactement comment il est mort, mais il y a tellement de questions. Comment est-il devenu aussi riche? Il n'y a pas de véritable explication à cela. Comment a-t-il pu mener le train de vie qu'il avait avec l'argent dont il disposait? Je veux dire, pour posséder un jet privé et toutes ses résidences à travers le monde, il fallait avoir bien plus d'argent que ce qu'on lui connaissait. Alors, comment a-t-il fait?
Comment a-t-il pu faire tout cela pendant des années sans que personne ne lui demande de rendre des comptes? Alors que, encore une fois, ces crimes étaient commis au grand jour, avec tous ces gens puissants autour de lui en permanence. Donc il y a vraiment beaucoup de questions ici, et toutes les informations sont là. Vous pouvez répondre à toutes ces questions. Vous pouvez répondre aux questions concernant l'argent. Vous pouvez enquêter là-dessus. Vous pouvez trouver toutes les réponses. Alors pourquoi Trump ne le fait-il pas? Bien sûr, il y a beaucoup de spéculations selon lesquelles il serait impliqué d'une manière ou d'une autre, que son nom figure dans les dossiers. Je suis sûr que c'est le cas. Je veux dire, il se connaissait. Je ne crois pas personnellement que Trump ait été directement impliqué dans les agissements inappropriés d'Epstein. Il ne semble pas être ce genre d'homme, mais peut-être qu'il est nerveux à ce sujet. Je ne sais pas. Mais tout ce que je dirais, c'est que c'est une décision désastreuse que Trump a prise. Il pourrait nommer un procureur spécial pour examiner tous les documents. Il pourrait demander au procureur spécial de fournir un rapport. Le procureur spécial pourrait fournir un rapport détaillé. Une personne évidente pour ce rôle, à mon avis, serait Michael Horowitz, qui est l'inspecteur général du FBI, très talentueux et respecté, par exemple. Il a rédigé d'excellents rapports de différents types. Je le nommerai lui ou quelqu'un comme lui. J'essaierai de rendre public autant d'informations que possible sur Epstein. Et s'il n'y avait pas de grande conspiration, si Epstein agissait seul, alors il faudrait produire les preuves et les montrer au public. Et ils arriveront eux-mêmes à cette conclusion. Ce que fait Trump a deux effets. Premièrement, cela donne l'impression qu'il protège lui-même des personnes puissantes, alors qu'il s'était présenté comme quelqu'un qui viendrait à Washington pour assécher le marécage. Il contredit l'image que les gens avaient de lui, ce qui est la principale raison pour laquelle ils ont voté pour lui. Et bien sûr, cela finit inévitablement par rendre les gens méfiants et leur fait dire que si Trump n'a pas agi ainsi, s'il ne fait pas ce qu'il avait promis, c'est parce qu'il est lui-même impliqué d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est que, en Grande-Bretagne, si vous divulguez quelque chose que vous n'êtes pas censé divulguer, c'est très grave. Aux États-Unis, ils veulent qu'il y ait des fuites, mais ils ne nous laissent pas voir ce qui est divulgué. Non, je sais quoi. Mais c'est assez vrai. C'est assez vrai. Et ce n'est pas tout. Le président de la Chambre, Johnson, essaie aussi d'éviter, il y a des gens comme Thomas Massie, par exemple, qui ont proposé des lois pour publier tous les dossiers liés à Epstein. Et Johnson ne voulait pas soumettre cela au vote, alors il a accordé une libération anticipée à toute la Chambre. D'accord. Donc, ils sont maintenant en congé jusqu'au 2 septembre. Mais ce qui est intéressant, c'est que le congé a commencé le 22 juillet, mais savez-vous ce qu'ils ont fait le 23 juillet? Ils ont adopté une loi appelée H.R. 1309, qui est un amendement à la Fair Labor Standards Act de 1938. Cet amendement introduit essentiellement une définition très stricte de ce qu'est un véritable employé, ce qui fait que la plupart des salariés deviennent une sorte de travailleurs indépendants, c'est-à-dire sans avantages, sans protection et certainement sans possibilité d'adhérer à un syndicat. Donc ils l'ont adopté juste après le début officiel du congé. Tout ce congé sert à éviter de voter sur l'affaire Epstein, mais ils n'ont visiblement pas voulu retarder ce vote pour redéfinir le terme employé et compliquer l'accès aux avantages pour les travailleurs ordinaires. Absolument. Trump, encore une fois, a fait campagne pour devenir, vous savez, le président qui prendrait soin du peuple, des travailleurs, des États de la Rust Belt et tout cela. Et il devient de plus en plus le président des ultra-riches. Et vous savez, je ne peux pas dire que je sois très surpris par cela. Mais encore une fois, l'ouverture avec laquelle cela se fait aura au final
un effet politique très négatif. is in the end going to have a very bad effect politically. It seems like Trump doesn't know what to deal with. On dirait que Trump ne sait pas comment gérer ça, non? Apparemment, il est très en colère contre certains membres de son équipe et peut-être qu'à terme, je ne sais pas, ils vont finir par pousser quelqu'un à démissionner ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas simplement publier quelque chose. Les gens savent déjà beaucoup de choses, qui sortent juste quelque chose. Oh, a lot. Just throw something. Well, indeed, absolutely. I mean, first of all, Eh bien, il l'a fait. Absolument. Je veux dire, tout d'abord, il n'y a même pas eu aucune véritable explication n'a été donnée sur la raison pour laquelle la décision a été prise de ne fournir aucune information. Je veux dire, vous savez, si Trump ou Pam Bondi ou n'importe qui d'autre avait donné une grande conférence de presse avec des questions posées et tout ce genre de choses, alors, comme je l'ai dit, cela aurait au moins été quelque chose. Mais, vous savez, on a juste cette annonce ou cette déclaration. Vous savez qu'il n'y a rien à voir. Il n'y avait pas de liste de clients, il n'y avait pas de trafic, il n'y avait pas de... Absolument, il s'est suicidé. Et ils ont juste refermé le dossier de cette manière. Je veux dire, c'est insultant. Si vous regardez ses taux de popularité, il s'effondre. Oui, oui. going through the floor. Yeah, yeah. I think it's a big. Je pense que c'est une énorme déception. C'est-à-dire, il a surestimé sa position solide parmi les partisans de MAGA. Je veux dire, les gens de MAGA toléreraient beaucoup de choses venant de lui, mais là, ils sont vraiment déçus par lui. They're truly disappointed with him. Yeah. Absolutely. Absolument. Je veux dire, il les a complètement mal jugés. Completely. Yeah. Now the Oui. tariffs. Okay. Parlons So, des tarifs douaniers. D'accord. Donc Trump a effectivement conclu un accord avec les Philippines, ce qui est intéressant parce que, comme tu le sais, Marcos Jr. a été très dur envers la Chine pour plaire aux États-Unis. Qu'a-t-il obtenu en retour? Trump a abaissé le tarif de 20% à 19%. Donc il a obtenu une baisse de 1% en étant dur avec la Chine. Non seulement cela, mais lors de la conférence de presse qu'ils ont tenue, Trump a déclaré « Ça ne me dérange pas s'il s'entend avec la Chine parce que nous nous entendons avec la Chine. » Je veux dire, l'embarras, l'humiliation étaient pleinement visibles, à quel point c'était embarrassant, à quel point il se sentait mal à l'aise, c'est partout dans les médias chinois. Yes. it's over the Chinese Absolutely. media. Yeah. I know. I mean, the Chinese must be. Je sais. Je veux dire, les Chinois doivent être, je ne sais pas s'ils rien, mais ils devraient. Non, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, Marcos Jr. a détruit, ou du moins largement compromis, ce qui était une bonne relation avec la Chine. Et qu'a-t-il obtenu en retour? Qu'est-ce que quelqu'un obtient en retour? Is anybody getting in return? Mhm. And with Japan, Japan. Et avec le Japon, now, which le Japon a aussi un accord maintenant que je trouve vraiment mauvais, car le tarif lui-même est de 15%, mais ils ont été obligés d'investir 150 milliards, en plus du possible gazoduc de GNL depuis l'Alaska, ce qui coûtera une fortune, comme vous pouvez l'imaginer. Et le Japon est censé payer pour ça. and supposedly Japan will pay for it. Geologically impossible. I'm going to make it. Géologiquement impossible. Je vais faire une blague. Les États-Unis construiraient un pipeline de l'Alaska jusqu'au Japon? Vous voulez me faire croire que ça va arriver? Telling me it's going to happen. Pourquoi ne pas construire un pipeline jusqu'à la Lune tant qu'on y est? Why not a pipeline? Je pense qu'il y a autant de chances que cela se produise en réalité que ce pipeline soit construit. C'est tout ce que je voulais dire. This pipeline being built, just to say. And they recently just had elections, so Et ils viennent tout juste d'organiser des élections. Donc l'extrême droite, le parti Japon d'abord, a gagné du terrain, ce qui est toujours un mauvais signe. Mais voilà, Ishiba, le Premier ministre, a déclaré qu'il allait rester, même s'il ne détient qu'une minorité de sièges au Parlement, environ 47. Il lui en faut 50. Il y a toujours un problème quand on n'a qu'une minorité de sièges. Gouverner le pays, n'est-ce pas? Ça va être compliqué. to run the country, isn't it? It's going to be Yes, tricky. absolutely. Very, very tricky. And it's something that Absolument, c'est très très délicat. Et c'est quelque chose avec lequel les Japonais n'ont pas vraiment beaucoup d'expérience. Donc cela va être extrêmement compliqué. Je trouve ce nouveau parti qui a émergé au Japon très inquiétant. very disturbing.
Des idées vraiment, vraiment préoccupantes dans l'ensemble. Mais cela montre à quel point la plupart des gens au Japon ressentent négativement la situation politique actuelle. Je pense que le Parti libéral-démocrate possède une force institutionnelle énorme au Japon. S'il perd de cette manière, c'est le signe qu'il devient vraiment, vraiment impopulaire. Juste pour ajouter quelques éléments de plus, nous parlons de l'état chaotique du monde, n'est-ce pas? Donc le Cambodge et la Thaïlande, cette situation semble également s'aggraver. La Thaïlande a même envoyé des F-16 pour bombarder le Cambodge. Oui, c'est une situation extraordinaire que je ne comprends pas entièrement d'ailleurs. Et si j'ai bien compris, ils sont tous les deux membres de l'ASEAN. Donc, pourquoi cela a-t-il pris une telle ampleur et quels sont les enjeux? Je ne comprends pas vraiment. Encore une fois, je me demande si nos vieux amis à Washington n'y sont pas pour quelque chose. Je dis ça comme ça. D'accord. Terminons notre discussion sur une note plus légère. As-tu suivi le scandale Coldplay? Tu sais, la PDG et la CPO d'Astronomer étaient au concert de Coldplay, et puis la Kiss Cam les a filmés. Ils avaient clairement une liaison et se sont fait prendre. Oui. Et ensuite, ça a fait le tour d'Internet. C'est devenu viral partout. On ne peut pas y échapper. Mon mari et mon fils ne font jamais attention à ce genre de choses, mais même eux sont au courant. Mais ce qui est intéressant, c'est ceci, je ne savais même pas qu'il existait un poste appelé Chief People Officer, CPO, la femme s'appelle Kristen Cabot, c'est son rôle, et le PDG d'Astronomer, c'est Andy Byron. Donc, ils avaient clairement une liaison, mais ils sont allés à ce concert et se sont fait prendre en photo. Alors j'ai cherché, qu'est-ce qu'un CPO? Tu sais ce qu'est censé faire un CPO? Entre autres, façonner la culture d'entreprise, améliorer l'engagement des employés, garantir l'alignement avec les valeurs et assurer le respect du droit du travail et des normes éthiques. On ne peut pas inventer des trucs pareils. Mais mon commentaire, c'est que la raison pour laquelle cette histoire est devenue ultra virale, on la voit partout, je pense que c'est parce que l'un est PDG et l'autre CPO. Je pense que les gens détestent ces personnes-là. Les gens détestent les PDG à cause de leur salaire exorbitant. Et le CPO, la personne DRH, c'est souvent elle qui fait le sale boulot quand il faut licencier. Donc les gens détestent ces personnes-là. Oui, tu as tout à fait raison. Je veux dire, il faut garder à l'esprit que j'ai moi-même travaillé dans des environnements d'entreprises anglo-américains par le passé, et j'ai été pleinement exposé à tout cela. Et tu as absolument raison. Ces personnes sont universellement détestées, et elles sont très oppressives au sein des organisations qu'elles dirigent. Elles font partie des raisons pour lesquelles les entreprises en Occident, du moins dans l'Occident anglophone, sont devenues aussi dysfonctionnelles. Oui, beaucoup de commentaires disent que dans les entreprises, ce genre de choses est en fait courant, vous savez. Mais là, ils se sont fait prendre, donc c'est différent, non? Et clairement, Andy Byron ne démissionne pas, sa vie est ruinée, sa femme demande le divorce et tout ce genre de choses. Je pense que beaucoup de gens prennent simplement plaisir au fait que ces personnes qu'ils considèrent comme mauvaises soient enfin punies. Maléfique, avide, matérialiste, tout ça. Absolument. Oui. Sur ce, parlons-en la prochaine fois. Nous avons toujours beaucoup de sujets à aborder. Nous l'avons certainement fait. Et je pense que nous avons eu un très bon programme aujourd'hui, en fait. Merci beaucoup, Sophia. J'ai vraiment hâte à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bon week-end, merci. Toi aussi. Au revoir.